Merci d'être avec nous. Soirée spéciale avec vous, Bruno Retailleau. Merci beaucoup d'être là. La déclaration en direct dans quelques instants du président de la République qui reconnaîtra l'État de Palestine à la colère d'Israël. La France qui se divise violemment sur le sujet. Nous vous recevons, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur le risque d'importation du conflit oriental ici en France. Mais on parlera aussi des conditions mises au futur gouvernement, de l'économie, de la taxe sur les plus riches, des policiers attaqués. Bruno Retailleau, d'abord, cette journée qui risque d'importer, qui crée déjà une division en France, est-ce qu'elle vous inquiète ? D'abord, bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Bien sûr qu'elle m'inquiète. Bien sûr, parce qu'on sent une société française qui est profondément fracturée. Et on voit bien qu'il y a aussi un antisémitisme d'atmosphère. Je voudrais simplement citer 2 chiffres. Nous avons eu au ministère de l'Intérieur les chiffres du premier semestre sur les actes antireligieux. 54-55% des actes antireligieux commis en France, ce sont des actes antisémites. Alors même que de compatriotes de confession juive ne représentent que moins de 1% de la population. Vous vous rendez compte ? C'est dramatique. Donc je fais très très attention justement à ce que on n'aille pas trop loin dans ces divisions, parce que les mots qui sont des mots parfois violents peuvent déboucher sur des violences physiques. On est au point quand même, on est dans un pays que j'aime, la France, où cet été, vous avez eu 150 enfants, parce qu'ils étaient juifs, qui n'ont pas pu entrer dans un parc de loisirs. Vous avez, il y a quelques jours, personne n'en a parlé, à Nîmes, un rabbin, avec ses enfants, qui est insulté. La date, c'est le Nouvel An juif. Et alors, il y a le parti du hasard du calendrier de l'ONU, mais qu'aujourd'hui soit prononcée la reconnaissance de l'État palestinien, est-ce que c'est un problème pour vous ? Je pense, vous l'avez dit, je pense que c'est un hasard, mais ce hasard tombe mal, bien sûr, puisqu'il y a à la fois cette reconnaissance et la grande fête, le Nouvel An juif. C'est ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, qui vont se dérouler jusqu'à la mi-octobre et qui verront s'enchaîner un certain nombre de fêtes. Voilà, donc j'ai demandé d'ailleurs depuis plusieurs jours au préfet de la République de veiller à ce que l'ensemble des synagogues, des lieux de culte, des établissements scolaires, de certains commerces, j'ai demandé à ce que la sécurité soit notablement, renforcée. La reconnaissance de l'État de Palestine, pour vous, le fait et le moment sont-ils bien choisis ? Je me suis déjà exprimé. C'est le choix du président de la République. Je suis gaulliste et ce domaine-là est le domaine réservé du président de la République, au sens de la Constitution de la Ve République. C'est donc son choix. Ça n'est pas le mien. Ma conviction, je l'ai souvent exprimée et elle ne change pas. Ma conviction, c'est que, bien entendu, 2 États, c'est la ligne traditionnelle de la diplomatie française, un État palestinien, un État israélien, mais il me semblait qu'on ne pourrait reconnaître un État palestinien que pour autant que des conditions soient réunies. Elles ne sont pas réunies selon vous en l'état ? Je ne le pense pas. Le président d'ailleurs lui-même l'avait dit il y a quelques mois. Parmi ces conditions, il y a la libération des otages. Il y en a 48, mais il y en a combien de vivants sur ces 48 ? Le fait qu'il y ait évidemment l'éradication du Hamas et le fait qu'il y ait une reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes, par exemple. Est-ce que d'une certaine façon, pour vous, comme le disait par exemple Bernard-Henri Lévy à votre place il y a quelques instants, c'est une forme de prime au fait que le terrorisme, alors tout le monde condamne évidemment l'atrocité du 7 octobre, mais une sorte de prime à cela ? Moi, j'ai dit ma différence par rapport à l'analyse du président de la République. Je pense que dans cette analyse, ce qui a beaucoup pesé, c'est la situation de la population civile de Gaza. Je pense que c'est aussi une politique très extrême du Premier ministre israélien. Mais je veux quand même dire que c'est le Hamas qui a pris en otage les innocents de la bande de Gaza aussi. Qu'est-ce qui va changer maintenant ? On est dans un moment, qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, où la France reconnaît l'État de Palestine. Un État, c'est quelque chose. Un État a des drapeaux. Par exemple, la grande polémique sur les drapeaux. De la même façon qu'on met des drapeaux ukrainiens, État, souverain, occupé, est-ce qu'il faudra accepter maintenant qu'il y ait des drapeaux palestiniens sur certaines mairies, État dont une partie est occupée illégalement par Israël, par les colons israéliens en Cisjordanie? Bien sûr, ça fait partie de la politique que je dénonçais et les images abominables, la tragédie humaine qui est finalement indicible. Simplement, il faut être très clair. Le président de la République va reconnaître au nom de la France la Palestine comme un État. En revanche, un État ne peut advenir sur le plan international que par une reconnaissance non pas de la France ou de quelques États. Au moment où on se parle, il y a plus de 150 États qui ont reconnu la Palestine. Mais il faut la reconnaissance de l'ONU. Or, il y aura sans doute et très certainement le veto des États-Unis. Simplement, les drapeaux, c'est autre chose. C'est autre chose.
Monsieur Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, je pense, a commis une double faute. Je le dis sereinement d'ailleurs, parce qu'on parlait de cette société qui est archipélisée. Une double faute d'abord en termes juridiques, on le voit bien d'ailleurs, quand les préfets défèrent devant les tribunaux administratifs la décision d'un certain nombre de mairies, elles sont très peu, 0,25%. Au moment où je vous parle, en tout cas à 17h, 17h30, il y avait 86 mairies sur 35 000 mairies, quasiment toutes de gauche d'ailleurs. Mais il y a un problème juridique, parce que c'est le principe de neutralité. Donc le Parti socialiste ne peut pas dire, pour ce qui concerne l'état de droit, que de temps en temps, quand il le décrète, le droit, la loi ne s'applique pas au cas qu'il choisirait de décréter précisément. Et puis, il y a une autre faute, c'est contraire à l'unité. Parce que la commune, c'est un cadre commun. La commune, vous savez, les Françaises et les Français y sont attachés. Mais les maires ne peuvent pas prendre la commune, cette maison commune, ne peuvent pas prendre en otage les autres Français qui n'ont peut-être pas les mêmes idées qu'eux. Monsieur le ministre, l'actualité intérieure et extérieure, l'extrême échauffement des esprits sur tous les domaines, l'immigration, c'est la pétition de Philippe de Villiers. Alors je crois qu'on en est à 1 800 000 signatures. Alors les pétitions, moi j'ai aussi fait des pétitions quand j'étais jeune, on sait que les signatures, parfois il faut les vérifier parce que ça va vite, on fait des listes. Mais enfin, de fait, c'est un succès incontestable. Un œil d'abord là-dessus, comment vous interprétez le fait que le succès soit si grand ? Parce que c'est une demande. C'est une demande de tous les peuples occidentaux de pouvoir dire ce qu'ils pensent et de pouvoir se réapproprier cette question qui est fondamentale, puisque je ne pense pas qu'il y ait eu de question aussi puissante qui ait bouleversé depuis plus d'un demi-siècle les sociétés, nos sociétés occidentales, que la question de l'immigration, sans qu'à aucun moment les peuples n'aient quoi que ce soit à dire. Voilà. Et je pense, moi, je l'ai dit d'ailleurs, j'accompagnais à l'époque, j'étais coordonnateur de la campagne de François Fillon, et dans le programme, nous avions tenu précisément à dire il faudra changer la Constitution pour que le peuple français puisse, par référendum, choisir la politique migratoire beaucoup plus ferme qu'il souhaite. Est-ce que vous pourriez la signer ? Non, je suis ministre de l'Intérieur. Et un ministre de l'Intérieur ne signe pas de pétition. Et par ailleurs, même quand je n'étais pas ministre, je n'aimais pas signer des pétitions. Alors, simplement... Je ne veux pas vous porter malheur, attendez, vous êtes ministre de l'Intérieur. Par intérim, enfin, oui, intérimaire pour l'instant. Il se peut... Non, on dit démissionnaire. Démissionnaire, pardon. Le mot consacré. Pardon du lapsus. Et il se peut que vous ne soyez plus demain. Si demain vous ne l'êtes plus, est-ce que vous signez la pétition de Philippe de Villiers ? Pas plus, non mais pas plus. Pourquoi ? Simplement, je veux simplement pas tromper les Français. Demain, pour avoir un référendum, il faut changer la Constitution. Je ne peux pas dire que je respectais les institutions créées par le général de Gaulle. L'article 11, aujourd'hui, ne permet pas de faire un grand référendum sur la question migratoire. Je me permets d'insister, hein, la pétition ne dit pas, évidemment c'est un long chemin, il y a le Conseil constitutionnel qui sait s'opposer à ce genre de choses, mais oui ou non sur le principe, pourquoi vous ne la signeriez pas ? Je crois que Laurent Wauquiez l'a signée. Mais peu importe, je l'ai dit, vous vous rendez compte depuis 10 ans. Je l'ai redit à chacune de mes prises de parole, vous le savez parfaitement, j'ai dit il faudra changer les choses. Pourquoi aussi ? Pour une raison démocratique, pour une autre raison juridique. On voit bien que le Conseil constitutionnel censure. Il nous avait censuré. Vous avez assez censuré vous-même, vous parlez d'or si j'ose dire. Eh bien exactement, donc je pense que précisément il faudra que la voix du peuple souverain puisse s'exprimer parce que sinon il y aura des blocages jurisprudentiels. Et pour pouvoir dépasser les blocages, il faut redonner la parole au peuple, la souveraineté populaire. Sur quel sujet, Bruno Retailleau ? Parce que vous avez fait un discours très marquant il y a quelques jours en disant il y avait une droite honteuse qui n'osait pas aborder ces sujets, qui disait c'est pas le moment, pas comme ça, etc. Là, on a une droite qu'on approuve ou qu'on la désapprouve qui dit allons-y. Quelle serait, selon vous, la question, le texte de loi qui pourrait être, une fois que tous les changements sont opérés selon vos voeux, sur ce thème de l'immigration ? Quelle est la question posée aux Français ? Ah, c'est pas une question, c'est au moins 20 ou 30 mesures. Je fais travailler actuellement pour mon parti que je préside, LR, des constitutionnalistes, des conseillers d'État, peu importe, sur cette question-là. Mais croyez-moi, si on veut bousculer les jurisprudences, ça ne peut pas être une seule question. Je vois que vous y travaillez activement, c'est un projet. Écoutez, j'ai déjà travaillé il y a une dizaine d'années. Croyez-moi que nous y travaillons plus qu'activement. Et si nous voulons être précis, et si nous voulons fermer tous les angles morts qui pourraient donner lieu à une censure, il faudra être très précis. Et sur les différents points, ça reprendra d'ailleurs
pour un certain nombre de questions. Ce que le Conseil constitutionnel avait censuré au moment de la loi de janvier 2024 sur l'immigration. Il avait censuré disant que ça le relevait de ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire que ces amendements n'avaient rien à voir avec l'immigration. Qu'on comprenne bien, parce que là, le diable est toujours dans les détails. Là, on entre vraiment dans le détail. C'est très intéressant de vous entendre là-dessus. C'est-à-dire, ce serait un texte de loi, n'est-ce pas, avec quoi, 30 mesures, c'est ce que vous venez de dire? L'article 11, il faut d'abord modifier la Constitution, ouvrir l'article 11 pour que l'article 11 puisse avoir dans son périmètre les questions migratoires, et il faut poser des questions très précises. Exemple, qu'on comprenne bien la logique. Par exemple, on pourrait même le faire déjà pour cette question-là sociale. Est-ce qu'on ne peut pas attendre 3 ou 4 ans avant de donner pour les nouveaux venus sur le sol français pour qu'ils puissent toucher des prestations sociales non contributives? Par exemple, les allocations familiales, etc. Ouais. Les quotas, par exemple, par métier, par pays, voilà. Et ça, même dans le cadre de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, ce serait possible, ce point-là, le premier en tout cas. La question aujourd'hui de l'article 11, c'est des questions qui ont trait au social. Donc quand il y a, par exemple, prestations sociales, c'est possible. Donc on pourrait voter là-dessus. Par exemple, ça, effectivement, on pourrait le faire. Par exemple, l'AME, l'aide médicale d'État, pourrait le faire. Le titre étranger malade, on pourrait le faire. C'est intéressant de vous entendre, Bruno Retailleau, pardon, je suis obligé d'insister là-dessus. Moi, j'entends quantité de gens de votre propre camp qui, sur ce même plateau, disent « Ouh là là, c'est très compliqué, c'est pas possible, il faudrait changer d'abord tous les textes. » Non, on a une jurisprudence, il y a 2 ans, du Conseil constitutionnel, qui dit très précisément sur la question notamment de l'accès aux prestations sociales non contributives, avec un délai de carence, voilà, quelques années avant de toucher l'aide, parce qu'une allocation, c'est pas un dû, eh bien le Conseil constitutionnel a considéré que cette question était déjà du ressort de l'article 11, donc on pourrait la poser. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, Bruno Retailleau, encore merci d'être là. Vous nous parlez, y compris de ce référendum possible, en tout cas du choix des Françaises et des Français sur l'immigration. Et vous dites, oui, il y a certaines mesures qui pourraient être déjà maintenant soumises aux Françaises et aux Français. Sur la trentaine, sur 25 ou 30, sans doute très peu. Mais tout ce qui a un lien avec la politique sociale, or c'est important, vous savez, les sociodémocrates danois, qui sont à gauche, ont sans doute la politique migratoire la plus faible. Pourquoi? Parce qu'ils sont sociodémocrates, parce qu'ils veulent garder leur haut niveau standard et leur régime social, et ils se disent c'est incompatible. Sinon, on n'arrivera pas à garder pour les nationaux des prestations très avantageuses en ouvrant les frontières à tout vent. Le droit du sang, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing l'avaient évoqué à une certaine époque. Au début des années 90, il avait dit oui, on peut voter, droit du sol, droit du sang. Vous y seriez favorable de la même façon? On peut voter. Moi, je serais favorable à une disposition Charles Pasqua pour faire en sorte que ça ne soit pas automatique. Ça n'est pas normal qu'on devienne français, si j'ose dire, parce qu'on est né en France sans le savoir. Il y a déjà, d'ailleurs, on a avancé sur cette question-là, puisque à Mayotte, désormais, il y a, si j'ose dire, une forme d'exception au droit du sol à Mayotte. Est-ce qu'on est au point de civilisation, pour vous, sans du tout de nuance de rejet des autres, mais enfin une civilisation est une civilisation, il y a une quantité de civilisations toutes respectables. Est-ce que la civilisation européenne ou occidentale est menacée? Elle est menacée parce que nous ne croyons pas nous-mêmes, occidentaux, dans nos propres valeurs. Je pense que la première menace, c'est pas tellement un grand historien, Joseph Toynbee, anglais, disait finalement les civilisations ne meurent pas par le meurtre, mais plutôt par le suicide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un doute fondamental des Occidentaux sur leur propre identité. Moi, je pense que les hommes et les femmes politiques doivent, notamment à droite, doivent porter 2 sortes de questions. Les questions qui sont des questions matérielles, le pouvoir d'achat, c'est important, mais les questions aussi immatérielles. Et j'observe que les classes populaires, les classes moyennes sont très réceptives. Vous savez, un jour, Jaurès avait dit la patrie, c'est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. Parce que quand vous n'avez pas de patrimoine matériel, vous êtes attaché à des repères culturels. Vous voulez vivre dans une continuité historique, avec des héritages, mais aussi avec un paysage culturel que vous avez depuis votre enfance. Et ça, c'est important. Sur quoi? Des valeurs. Sur quoi? Vous avez dit, ce discours très marquant dont je parlais tout à l'heure, votre droite ne doit plus être honteuse. Elle était honteuse de quoi? De quoi exactement? De tout. Je vais vous dire, la droite, un jour, il a fait... Je ris. Il a été ministre de la Culture, c'est Maurice Druon. Et un jour, il avait dit, en France, en réalité, il existe 2 partis de gauche, dont l'un, par convention, s'appelle la droite. Ouais. Et
la droite a été soumise à une sorte de terrorisme intellectuel, d'hégémonie culturelle, médiatique de la gauche. Et pour cette gauche-là, tout ce qui n'était pas à gauche, c'était l'extrême droite. Est-ce que là, on vit, selon vous, un moment de sursaut de la même façon qu'il y a eu la révolution Thatcher à une certaine époque? Il y a certaines, à l'époque, elle se faisait d'ailleurs traiter de fasciste souvent. En Europe de l'Ouest, on disait... Voilà. Est-ce qu'on vit un moment comparable à ça? Je pense qu'on est en train de le vivre, j'en suis même certain, pour une bonne et simple raison. Ce n'est pas les hommes ou les femmes politiques qui, comment dirais-je, sont à l'avant-garde. Non, c'est le peuple. La France, aujourd'hui, que je parcours du nord au sud, de l'est à l'ouest, croyez-moi, elle ne penche pas à gauche, elle penche plutôt à droite. Bruno Retailleau, la question de l'économie, des finances, évidemment, elle va être obsédante dans les jours qui viennent. Quand Bernard Arnault dit, il est sorti du bois, il attaque fort, hein, on ne comprend pas les positions de M. Zuckman, on parle de la taxation sur les patrimoines de plus de 100 millions à 2%. Si on oublie qu'il est d'abord un militant d'extrême gauche, il met son idéologie à une pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat et dit Bernard Arnault, il met en danger l'économie libérale. Est-ce que vous partagez son avis? Je partage son avis. C'est pas politiquement correct de dire qu'on partage l'avis de Bernard Arnault, mais ceci dit, c'est une success story extraordinaire. Et bien entendu, si demain on appliquait la taxe Zuckman, eh bien les investisseurs quitteraient la France. Et ce qui est terrible, vous voyez, Darius Rochebin, ça fait des semaines et des semaines qu'on est totalement enfermé dans un discours et dans un environnement fiscal. Comme si le problème de la France, c'était pas justement la dépense publique est trop forte. Personne ne parle d'économie. De ce point de vue-là, pardon. Tout le monde parle des impôts. Sur la fiscalité, est-ce que pour vous l'Italie est un modèle? Quand Mme Meloni attire des milliers de grandes fortunes avec un forfait à 200 000 € et un impôt sur la succession quasi nul, c'est un modèle? Mais bien sûr, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on sorte du social-étatisme. La gauche a fait beaucoup de mal à notre économie. Elle a dit d'abord, avec la dépense publique, vous aurez de meilleurs services publics. Tiens, on le voit en France. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Elle a dit, travaillez moins avec la retraite à 60 ans, avec les 35 heures, et vous vivrez mieux. Aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ans, un Français, un Allemand, même niveau de vie, la différence, 7 000 € par an. Voilà. Et en fait, leur devise, comme pour M. Zuckman, c'est tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge plus, on le réglemente, et ce qui bouge plus du tout, on subventionne. C'est ça le social-étatisme. Et le mal français, c'est le social-étatisme qui a débouché sur son avatar qui est la bureaucratie. Cela veut-il dire que si, contraint ou forcé par évidemment la négociation, il va falloir que ce gouvernement existe, il taxe très fortement les grandes fortunes, taxe Zuckman ou variation, vous n'en ferez pas? Attendez, j'attends du Premier ministre et son gouvernement qu'il s'attaque d'abord à la dépense publique. Qu'il y ait un certain nombre d'anomalies et que certains échappent à l'impôt, c'est injuste. J'ai pris un exemple, c'est la fameuse taxe Cum-Cum. Vous êtes un investisseur étranger, vous avez des dividendes, pour ne pas payer justement des impôts en France, vous les prêtez à la banque. Ça peut rapporter 1,5 milliard. Évidemment que moi, je suis pour cette équité. C'est de la bascule, là, oui. Mais je suis pour cette équité. C'est une question de justice. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que c'est la matraque fiscale. Ça n'est pas avec toujours plus d'impôts qu'on arrivera à relever le pays. Où est-ce que vous fixez la limite? Il y a quand même une limite à un moment donné. Là, le président de la République, il faut d'ailleurs lui rendre cet hommage, en 2017, avait réussi à augmenter l'attractivité de la France en disant pour la première fois au monde, non, la France, ça n'est pas l'obsession de Bercy d'augmenter les impôts. C'est votre credo à vous. On voit bien que pour l'instant, la pression de l'opinion fait que ça risque d'aller dans l'autre sens. Je ne veux pas parler d'impôts, parce que si je commence à parler d'impôts, j'apporte une pierre à ce bêlement général que j'entends aujourd'hui dans les médias, dans la classe politique, qui consiste à dire on se relèvera par l'impôt. Non, c'est faux. Ne faisons pas croire aux Français. Vous êtes un homme de clarté, vous dites que augmenter les impôts est une erreur? Augmenter les impôts est une erreur. Réparer un certain nombre d'anomalies fiscales, c'est normal, tout le monde. Évidemment, mais augmenter les impôts, c'est une erreur. J'insiste, c'est un point très important. Mais vous êtes pour aucune augmentation d'impôts, est-ce qu'on peut dire cela? Eh bien, je serais même pour les classes populaires ou moyennes pour qu'on puisse baisser l'impôt sur le revenu. Ouais, c'est extrêmement clair. Est-ce que ça veut dire que c'est clair, mais ce qui n'est pas clair... Ce qui n'est pas clair, c'est la suite. C'est-à-dire, si ce gouvernement le fait... peut-être parce qu'il y serait contraint par le rapport de force. Est-ce que vous pouvez en être quand même? Ou est-ce que ça, c'est la ligne rouge? Darius Rochebin, on est champion du monde de la dépense publique et donc de l'impôt. Voilà. Donc, il est hors de question, taxe Zuckman, nouvelle EICF, il n'en est pas question.
C'est une condition sine qua non? Mais bien sûr, c'est une condition, mais à quoi servirait un pacte de gouvernement si le pacte de gouvernement devait affaiblir une France, une économie française qui se porte mal? Je voudrais simplement dire que l'an prochain, l'Italie, qu'on disait comme étant l'homme malade de l'Europe, va atteindre les 3% de déficit budgétaire. L'an dernier, nous avions le pire déficit, quasiment, de la zone euro. Alors on s'en contente? On fait comme avant, avec les vieilles recettes? Toujours plus d'impôts? On décourage les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, ceux qui travaillent? Et on continue justement à fiscaliser et à faire cotiser ceux qui cotisent toujours plus, qui travaillent toujours plus. Moi, j'essaie de porter ce que j'appelle la voix de la France des honnêtes gens. Voilà. On ne peut pas toujours leur demander de travailler plus et surtout de payer plus. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la censure? On comprend bien que ce n'est pas votre vœu le premier. Vous faites partie de ce gouvernement. Sébastien Lecornu vient de votre famille politique. Mais si ce gouvernement, encore une fois, qu'il soit forcé ou non, devait franchir le seuil d'augmentation d'impôts considérable, est-ce que pour vous, l'arme de la censure existe? Non, je ne veux pas parler de censure, parce que j'espère vraiment que Sébastien Lecornu, que je connais un petit peu, je sais que ce n'est pas son ADN. Mais je sais aussi par ailleurs qu'il y a un certain nombre de forces qui essaient de l'amener sur des positions de gauche. Or, on a un problème. Et moi, je pense que, et c'est peut-être aussi l'espoir, soit on s'abandonne à la machinerie politicienne, ou soit on regarde la majorité silencieuse. Le paysage politique est éclaté, morcelé. Et pourtant, les Français, regardez, 80% des Français désormais trouvent que dans le modèle social, ils contribuent plus que ce qu'ils n'en bénéficient. Et 71%, 70% considèrent qu'il y a trop d'immigration, ils veulent moins d'immigration, ils veulent plus de sécurité. Donc je pense, moi, qu'il faut prendre les Français à témoin. Il faut faire une politique pour la France. Est-ce que vous avez envie de faire partie du prochain gouvernement? On se connaît peu, mais je ne fonctionne jamais à la question de l'envie. Je peux avoir envie, je peux avoir... Je comprends bien. Je ne parle pas d'une envie comme d'une envie qui vous prend de boire un bon cappuccino. Non, non, non. Est-ce que vous avez une envie politique? Ça tient à ça aussi. Dieu sait, pardon. Vous avez bénéficié, il faut dire ce qui est. Vous avez fait un choix, objectivement, Bruno Retailleau, il y a un an. D'ailleurs, c'est un an, n'est-ce pas? Un an tout juste. Oui. Ouais. Bon. Il y a un an, peu de gens, on disait Bruno Retailleau dans la rue, beaucoup de gens. Là. Aujourd'hui, vous êtes un personnage central de la vie politique. Donc, c'était un choix réussi aussi pour votre famille politique. Est-ce que vous avez envie de poursuivre ce choix? J'ai envie, en tout cas, d'être utile à la France. Et quand je me retourne sur ces 1 an de bilan, je pense que j'ai été utile. Souvent, vous voyez, je me suis heurté à tous les obstacles. Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, dans le paysage politique morcelé, on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais regardez ce que nous avons fait. La fameuse circulaire Valls, régularisation, je l'ai abrogée. Aujourd'hui, je vous parle, eh bien, il y a moins 37% de régularisation. L'assimilation, pour la naturalisation, la droite n'osait même plus parler d'assimilation. Là encore, moins 23%. Les éloignements. Nous sommes le pays d'Europe, sur les 27 États membres, qui éloignons le plus. On a fait la loi narcotrafic que j'avais préparée. J'ai fait bouger les lignes sur l'Algérie. Donc, malgré tous ces obstacles, je pense qu'on a fait bouger des lignes. Est-ce que vous pouvez entrer plus fort dans ce gouvernement? Vous avez un levier. Alors, les socialistes ont leur levier, vous avez le vôtre. Il est puissant aussi parce que vous êtes un peu au centre du jeu. Par exemple, vous avez été rivaux. Vous n'êtes pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais vous êtes des poids, vous le premier évidemment, dans ce parti, vous avez gagné. Est-ce que Laurent Wauquiez pourrait entrer dans ce gouvernement? Bien sûr. Vous le souhaiteriez? Mais avant la question du... Oui, bien sûr, mais ce n'est pas le problème. C'est le problème de pourquoi faire. Encore une fois, à quoi ça ressemblerait d'entrer dans un gouvernement si c'est pour appliquer des recettes qui vont nuire à la France? Donc je pense que, encore une fois, Sébastien Lecornu, que je connais un petit peu, n'a pas cette tournure d'esprit. Mais là aussi, je vois bien que certains essaient de payer le prix fort pour la gauche. Est-ce qu'il commence bien? La méthode Lecornu, il est assez discret, sobre, il parle peu, il discute beaucoup, il a ses formules, disons, sur la sobriété politique assez traditionnelle. Il joue bien? C'est pas moi qui vais dire que la sobriété c'est une mauvaise chose. Je trouve que oui, je pense qu'il faut être économe de sa parole. Il a pris position, par exemple, il a été président de département, je l'ai été aussi. La décentralisation, c'est quelque chose qui me parle parce que on réparera la démocratie avec la proximité. Pourquoi est-ce que... On parlait des communes tout à l'heure sur le drapeau palestinien. Les Français sont très très attachés à leurs communes parce que c'est la confiance et la proximité. Sa formule sur le RN, quand il dit ce n'est pas
c'est pas au gouvernement ou au Parlement de trier, c'est à l'électeur de trier qui est ou non dans l'arc républicain, qui ou non est élu. Vous la prenez à votre compte? Il a totalement raison. Aujourd'hui, est-ce que le RN, selon vous, votera la censure? Est-ce que le calcul qui est fait, on a vu Mme Le Pen qui évolue un peu, hein, elle a dit d'abord des semaines, après elle a dit des mois. Oui, et je l'ai entendu dire finalement la rupture ou la censure. Ah. Et je pense que ça pourrait être la censure tout court. Parce que quand elle a été à même d'assumer une rupture, elle ne l'a jamais fait. Quand au Sénat, nous avions voté les 15 heures de contrepartie au RSA, elle a voté contre. La réforme des retraites, pour assumer qu'il faut travailler plus pour donner de bonnes pensions, elle a voté contre. Lorsqu'un journaliste, je pense que c'était sur LCI, lui a demandé mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de postes dans la fonction publique, la bureaucratie? Oui, c'était nous, c'était moi. Elle a dit c'est un truc de droite. C'est un truc de droite. Elle sera notre invitée jeudi. Eh bien, à chaque fois qu'elle avait l'occasion d'assumer une rupture, c'est ça la vraie rupture. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas être régalien sans, sur le plan économique, être puissant. Parce que le problème, je le vois bien comme ministre de l'Intérieur, c'est que pendant toutes ces années, l'État-providence a dévoré, finalement, l'État régalien. À mesure que l'État-providence se dilatait, l'État régalien, finalement, se rétractait. Monsieur le ministre, tout bouge. Vous parlez des sociodémocrates danois qui, à certains égards, sont même peut-être plus à droite que vous, dans certains domaines. Oui. Là, aux Pays-Bas, on a vu les gens du parti des Wilders qui sont très, très gratinés sur certains points, qui gouvernent, qui ont gouverné. Maintenant, je crois que leur coalition a sauté avec les gens de Renew, donc les gens macronistes, version locale. Mais les travaillistes anglais. Voilà, tout bouge sur dans tous les sens. l'immigration. Voilà. Est-ce qu'un jour, par exemple, vous pouvez siéger dans le même gouvernement que des RN? Le problème aujourd'hui, c'est que, je viens de le dire, c'est qu'on ne peut pas se réclamer du général de Gaulle et avoir le programme économique de M. Mélenchon. Ça, c'est pas possible. Ah. Et là... Mais en dehors du programme économique, il n'y a rien d'autre qui vous retiendra? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas être fort sur le régalien si vous n'êtes pas puissant aussi en termes de prospérité collective. Vous savez, une nation qui ne tient pas ses comptes est une nation qui ne peut pas tenir son rang. Voilà. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, sur les très graves événements qu'il y a eu contre des policiers, des gendarmes et des policiers, et souvent en dehors de l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire en civil, en dehors notamment ceux qui ont été agressés lors d'un pot simplement de départ. Donc des circonstances extrêmement graves. À Tourcoing, à Tourcoing, il était en civil, mais il était en service. En revanche, à Reims, c'était effectivement en civil, mais en dehors du temps de travail. Ce qui s'est passé à Tourcoing, et on a vu la colère des policiers qui constatent que deux des mises en cause ont été provisoirement, en tout cas, remis en liberté. Évidemment, il y aura un procès. On apprenait dans cette émission, au fil des événements, qu'il y a des gens en France qui peuvent agresser physiquement un policier. On parle d'un degré, c'est pas un cambriolage, un vol à la tire, hein, c'est vraiment agresser physiquement un policier qui ne font jamais de prison en France. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien voilà, comment est-ce possible? L'an dernier, vous avez eu, alors en service, il y en a eu beaucoup plus, mais en service, vous avez eu, en policiers plus gendarmes, près de 12 000. 11 800 très précisément. On ne peut pas, moi, me demander, parce que je suis leur autorité et responsable, de leur dire « montez au front ». Vous savez, ils ont des familles. Hein. Les familles, ils les voient partir le matin, elles font ce sacrifice, elles ne savent pas comment ils les retrouveront le soir, s'il n'y a pas des sanctions exemplaires. Je suis favorable à des peines minimales, incompressibles. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, lorsque vous êtes condamné pour 1 an de prison, vous avez automatiquement une réduction de peine de 6 mois. Je pense que ce laxisme-là, on n'en peut plus. On ne pourra pas traiter l'ultraviolence en France, et notamment d'ailleurs pour les mineurs, sans changer les règles, notamment pour la justice pénale. Il faudra une vraie révolution de la justice, une révolution pénale pour les jeunes mineurs, mais en général pour assumer la sanction et qu'on n'ait plus ces grands écarts entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. Tout peut aller très vite. Demain, il peut y avoir, par exemple, une dissolution, vous le disiez vous-même, le RN entre autres, tient le levier ou non de la censure. Est-ce que votre parti, vous êtes maintenant à la tête des LR, est prêt demain à des élections législatives? Écoutez, on va se préparer. Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas, parce que je pense... Vous avez des candidats partout? Ça voudrait... On n'a jamais eu 577 candidats, mais j'ai demandé justement à Annie Genevard, qui est présidente de la commission d'investiture, de se préparer, de faire remonter les candidatures, mais ça signifierait l'échec du futur gouvernement. Et je ne le souhaite pas, parce que la France, cet échec-là serait terriblement coûteux pour la France, pour les Françaises et les Français. Ceux qui disent le président de la République devra démissionner à la fin
C'est le seul verrou possible à ouvrir. Que lui répondez-vous? Je pense que ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable parce que dès lors qu'un président de la République, sous la pression de la rue, obtempérerait, alors il fragiliserait tous les autres présidents de la République après lui. Et la présidence de la République, c'est ce qu'a conçu le général de Gaulle, qui est comme une clé de voûte des institutions de la Ve République. La présidence, est-ce que si la présidence se rapproche, ça peut arriver cependant, ou même si elle a lieu en 2027, c'est l'échéance normale, est-ce que vous êtes prêt? Vous vous rendez compte, ce scénario noir? Il y aurait donc une censure, ensuite une dissolution, et puis ensuite il y aurait une nouvelle élection présidentielle. Ça voudrait dire que le futur président de la République, pendant 8 mois, ne pourrait même pas dissoudre. Ça voudrait dire que ce serait un autre quinquennat, Ouais. ce serait un quinquennat qui serait mis en l'air. Ça, pour vous, c'est le scénario catastrophe. Je vous avais au téléphone hier, vous me disiez que tout à coup, ça vous était apparu en vous disant ça, c'est vraiment la Ve République qui cupesserait. Ah non, mais je veux dire que soyons responsables. Voilà, c'est tout. Et il appartient à Sébastien Lecornu de constituer un gouvernement, mais avant de constituer ce gouvernement, d'avoir l'esprit clair, de montrer une ligne. Et j'espère que cette ligne sera conforme à la fois à l'intérêt des Français, de la France, et de cette majorité silencieuse que moi j'appelle la France des honnêtes gens, qui finalement se rassemblent, convergent sur des questions régaliennes, mais aussi sur des questions de travail. C'est le travail plutôt que l'assistanat. Le plafonnement des allocations sociales, je pense que ce serait une bonne mesure. Si vous repartez dans ce gouvernement, est-ce que Beauvau est logique? Est-ce que c'est la logique absolue? Vous continuiez à l'intérieur? Écoutez, c'est des hypothèses. C'est de la politique fiction pour l'instant. C'est plus que la politique fiction. C'est de la politique fiction. Ça ne peut pas durer éternellement, c'est dans les prochains jours. J'ai servi dans des conditions difficiles. J'étais en train de l'expliquer tout à l'heure pendant 1 an. Je n'ai pas à rougir de notre bilan. J'aurais aimé tellement faire beaucoup plus. J'aurais rêvé d'appartenir à un gouvernement avec une majorité vraiment solide. On aurait pu renverser la table. Mais même avec ces petits moyens, vous voyez, je pense qu'on a un peu bousculé les cadres, on a fait bouger les lignes et je pense qu'on n'est pas resté immobile. La France a avancé. J'aimerais vous entendre, pour finir, Bruno Retailleau, sur les convictions. Dans quelques instants, on va parler évidemment de l'événement, ce qui se passe, la reconnaissance de la Palestine aux Nations Unies. Moi, je suis très frappé. Vous vous battez beaucoup pour les chrétiens en Orient. À quel point, là, on oublie, par exemple, cette dimension-là, alors que traditionnellement, c'était évidemment une tradition juive très importante dans la région, musulmane très importante, mais aussi pour l'Europe chrétienne. Bien sûr, c'est le berceau, d'ailleurs, c'est le berceau de notre culture et de cette religion chrétienne. Mais je me suis souvent déplacé, notamment en Irak, etc. Et j'ai vu que les chrétiens étaient de moins en moins nombreux. Alors que souvent, je l'ai vu aussi au Liban, c'est une passerelle. Souvent, ils sont une passerelle, par exemple, entre les chiites et les sunnites. J'ai constaté que au Liban, par exemple, quand il y a eu un effondrement du système scolaire public parce que les profs n'étaient plus payés, il y avait ce système scolaire parallèle qui accueillait souvent, et j'ai visité des classes où il y avait beaucoup plus de musulmans que de jeunes chrétiens. Et ça, c'était le rôle de cette communauté chrétienne, qui est minoritaire, mais qui permettait justement de relier d'autres communautés, parfois même musulmanes, chiites et sunnites. Qu'est-ce que ça dit de notre société? On est passé d'une société, il y a 100 ans, alors où le christianisme était peut-être parfois trop présent, trop envahissant, y compris sous une forme coloniale, parfois même extrêmement dure et excessive, à une société où on oublie presque cette dimension chrétienne, y compris dans un conflit comme celui-là. Oui, mais vous savez, l'histoire de notre modernité occidentale, c'est la privatisation de la religion, parce que les guerres de religion ont montré que la religion dans l'espace public, et la religion en tout cas associée au gouvernement, ça faisait mauvais ménage et ça pouvait déclencher justement de la violence. Et c'est en éloignant justement de la sphère publique la religion que notamment l'Europe a pu se construire, et notamment la France, avec le concept de laïcité. Ce que je vois malheureusement, et en dehors de ces questions, mais quand même, on le voit bien, notamment dans l'islamisme, c'est qu'il y a un retour de la violence. Pas seulement sur l'islamisme, mais on le voit aussi dans la vie politique. On voit bien qu'il y a, par exemple, les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon a théorisé la brutalisation du discours politique, la conflictualisation. Est-ce qu'on est arrivé, pour vous, à une limite? On a vu les événements en Angleterre, où une partie de l'opinion considère, une partie de manière pacifique, une partie de manière agressive, qu'il y a trop de migration, que la société multiculturelle est arrivée à sa limite. Est-ce que vous le pensez? Moi, je pense, comme je vous l'ai indiqué, que si on ne veut pas que ces questions viennent dans la rue, alors il faut les traiter par le haut, soit au Parlement, ou soit par référendum.
J'ai la préférence, je vous l'ai dit pourquoi, sur le référendum, pour les questions migratoires. Mais si les gens descendent dans la rue, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils votent pour des gouvernements qui sont différents, mais les politiques ne changent pas. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a un blocage des jurisprudences. Et c'est cette réconciliation qu'il va falloir faire entre l'état de droit et aussi la démocratie. Sinon, il va y avoir une sorte de collision. Le renouveau de la droite, j'aimerais finir là-dessus. Vous citez parfois Solzhenitsyn. Il y a dans votre parcours intellectuel comme ça des gens qui ont jalonné. On voit aujourd'hui qu'il y a Kirk aux États-Unis sous une forme très messianique, religieuse. Il y a Vance qui est un personnage très important. Il y a Madame Meloni qui joue un rôle très important. Elle réussit à certains égards économiques, vous l'avez souligné. Comment est-ce que vous vous qualifiez vous-même ? Vous avez cité Solzhenitsyn. Je me souviens d'une phrase, une très très belle phrase, qui est l'une de mes préférées, dans l'archipel du Goulag, qui définit bien les choses et qui évite la violence en politique. Solzhenitsyn dit, finalement, la frontière entre le bien et le mal, elle ne traverse pas les partis, les classes sociales, mais elle traverse le cœur de chaque homme. Une part de bien, une part de mal. Quand on est convaincu de cela, on sait qu'on appartient pas nécessairement au camp du bien ou au camp du mal, mais qu'il faut qu'on lutte contre la part d'obscurité que chaque homme, que chaque femme comporte en lui. Et je pense que ça permet justement, y compris en matière politique, de se tenir éloigné des formes de passion et de violence. Malheureusement, on le voit bien aux États-Unis, qu'il y a une bascule dans une violence politique. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été l'invité de LCI.